Voilà, bah écoutez, mesdames et messieurs, je veux bien une vraie belle grande montée de scène en musique pour accueillir notre table ronde de clôture avec, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci Cédric, merci Virginie. Prenez place. Je vais garder Olivier et Gilles de mon côté et Cédric et Virginie, je veux bien que vous... Bonjour Gilles. Bonjour Gilles, pardon, bonjour Olivier. Alors voilà, on a beaucoup de chance. Donc dans l'ordre, Gilles Boeuf, est-il besoin de le présenter? Merci beaucoup Gilles d'être là. Olivier Amand, Virginie Raison-Victor et Cédric Regenbach. On va essayer de discuter entre nous de l'enjeu de l'accélération. Ça va être une discussion un petit peu tranquille entre nous et un peu à bâton rompu, mais on va laisser Olivier Amand nous faire une petite séquence introductive sur quelque chose d'assez savoureux qui s'appelle, on va dire, la sous-performance optimisée ou la sous-performance optimale, c'est-à-dire arrêter de valoriser toujours la performance parce que c'est pas comme ça que le vivant fonctionne. Et donc ça va être du point de vue individuel et macro un petit rappel intéressant. Et c'est le biologiste qui nous parle, c'est pas le psy en organisation de son temps, ce qui est très bien aussi, hein. Donc on va démarrer avec vous, Olivier Amand, dans une seconde. Et à un moment donné, vers 17h30-35, donc je vous préviens à l'avance que ça sera quand on sera en train de parler. Annick Girardin va nous rejoindre parce qu'elle va quitter là, dans quelques instants les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et elle a souhaité venir clôturer cette journée BM Expo. Et on en est ravis. J'imagine que toi aussi, Gilles, parce que le marin, ça te parle. Donc, je veux bien qu'on démarre avec vous, Olivier Amand, pour nous parler de cette histoire de sous-performance et nous inviter à penser notre mode de fonctionner un peu différemment. Oui, merci beaucoup de récupérer ça. Exactement. Merci Alain de l'invitation. Et en fait, oui, je vous parlais du vivant du point de vue du biologiste, en effet, parce qu'en fait, si on est ici, c'est parce qu'on est tous fascinés par le vivant, il y a quelque chose d'assez attractif et on a envie de se reconnecter au vivant. Mais souvent, on présente le vivant comme une machine performante. Et donc là, par exemple, je prends un exemple ici, là, que vous voyez sur l'écran, d'un flagelle de bactéries qui ressemble, il y a un petit moteur, tout ça. Donc on a l'impression d'une machine très performante. Et donc ce que je voudrais questionner aujourd'hui, c'est est-ce que le vivant est vraiment très performant? Et quand je dis performant, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc est-ce que le vivant est vraiment performant? Alors, il suffit de regarder la température corporelle pour se rendre compte que, non, le vivant n'est pas très performant. Donc, notre température corporelle est à 37 degrés et on peut calculer l'optimum d'activité de nos enzymes, de nos protéines dans notre corps. Et l'optimum, en général, il est à 40 degrés. Alors, vous allez me dire, c'est que 3 degrés de différence, mais en termes d'activité, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'en temps normal, notre corps fonctionne bien, mais pas très bien. Il n'est pas très performant. En fait, c'est seulement quand vous avez la fièvre que là, votre corps, il est au top. Mais par contre, ça ne peut pas durer. Donc ça, c'est une première leçon. Le vivant n'est pas performant et quand il est performant, c'est seulement transitoire. Alors vous allez me dire, on peut essayer peut-être de chercher des mécanismes plus fondamentaux. Donc allons directement à la photosynthèse. Donc c'est le processus le plus important sur Terre. C'est ce qui contrôle dont dépend la plupart des écosystèmes sur Terre. Le rendement de la photosynthèse, c'est moins de 1%. Donc ça a été mesuré dans les champs, dans les écosystèmes, c'est de 0,3 à 0,8%. Donc vous voyez qu'avec un panneau solaire, on fait bien mieux, 13 à 18%. Le maximum théorique, c'est 31%. D'ailleurs, vous avez remarqué que les plantes sont vertes, elles ne sont pas noires, donc elles ne sont clairement pas optimisées pour recevoir la lumière. Et donc ça, en fait, il y a des travaux très récents, qui datent d'il y a seulement 2 ans, qui ont pu démontrer que ce faible rendement est nécessaire pour pour s'adapter aux fluctuations lumineuses. Donc en fait, ce que fait le vivant, c'est pas de se fixer sur la performance, c'est de gérer les fluctuations. Donc ça, c'est une première, ou peut-être un deuxième petit message pour le biomimétisme. Et en fait, on peut aller au fond on va aller jusqu'à la carte mère du vivant, si vous voulez. On va aller dans les réseaux génétiques, mais c'est la même chose dans les réseaux des écosystèmes.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ces réseaux d'interaction? Eh bien, depuis 20 ans, là maintenant, on a beaucoup de recul là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve? Beaucoup d'hétérogénéité, énormément de redondance, énormément d'erreurs, et alors, vraiment énormément d'incohérences. En fait, il y a plus d'incohérences que de cohérence dans tous ces réseaux, énormément de délais, de lenteur. Donc en fait, tout ça, c'est pour un humain du 21e siècle, ce sont des contre-performances, on est bien d'accord. Donc en fait, pourquoi le vivant voilà, en fait, a toutes ces faiblesses, toutes ces fragilités, ne met pas du tout l'accent sur la performance? Donc qu'est-ce qui fait le vivant en fait? Eh bien, le vivant, ce qu'il fait, c'est qu'il met l'accent sur la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations de l'environnement. Et il construit sa robustesse non pas en plus de la performance, il construit sa robustesse contre la performance. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que là, j'ai pris quelques exemples sur cette petite diapo. Là, vous voyez que l'aléatoire, la redondance, les fluctuations, les hétérogénéités, les conflits mécaniques ou autres, d'ailleurs les conflits chimiques aussi, les incohérences, tout ça, c'est des fragilités qui construisent l'adaptabilité et donc la robustesse. Donc pour moi, le biomimétisme, la leçon de premier ordre du biomimétisme, c'est ça. C'est le vivant, il fait de la robustesse, il ne fait pas de la performance. Alors évidemment, c'est tentant d'aller regarder ce qui se passe dans les sociétés humaines. Est-ce qu'on s'inspire du vivant pour habiter la Terre? Eh bien, donc évidemment, vous le savez comme moi, le progrès humain, on fait exactement l'inverse. On met d'abord la performance et ensuite la robustesse. Donc on fait vraiment l'opposé de ce que fait le vivant. Quand je dis on, c'est les sociétés modernes actuelles, quoi. Et donc évidemment qu'il y a des rétroactions. Si on fait l'inverse de ce qu'il faut pour habiter la Terre, il se passe des choses. Donc là, je mets les 3 grandes crises environnementales qui nous entourent. La crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions diverses et variées. Tout ça, ce sont des produits de notre hyper-performance. Donc il va falloir changer des choses. Alors ici, en fait, c'est peut-être juste cette courbe-là qui résume mon propos. Donc finalement, il y a une seule chose à retenir, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, et depuis 10 000 ans, depuis le néolithique, grosso modo, on construit le progrès sur des incréments de performance. Aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la crise environnementale, on se rend compte que ce progrès-là n'est pas robuste. C'est-à-dire que les humains ne seront plus viables sur Terre si on continue comme ça dans le progrès. Alors vous allez me dire, oui, mais le développement durable, on augmente, on fait des gains en efficience, etc. Mais très souvent, un produit plus efficient et plus attractif, et par effet rebond, en fait, il n'est pas plus efficient au niveau global. Donc vraiment, cette flèche de la performance, elle est très importante pour comprendre où en est notre progrès. Donc la vraie question, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, qu'est-ce qu'on peut changer, quoi? En fait, c'est très très simple. Il faut simplement changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, il sera conduit par la robustesse. Et je dis sera, c'est-à-dire que je ne fais pas du conditionnel, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement impacté les environnements que l'environnement devient encore plus fluctuant. Il sera encore plus fluctuant à l'avenir. Donc la seule réponse aux fluctuations, c'est la robustesse. C'est même la définition de la robustesse. On maintient le système stable malgré les fluctuations d'environnement. Donc ça, c'est vraiment fondamental. En fait, c'est la bascule du siècle. Et c'est vraiment un changement très radical dans la façon de penser de beaucoup de choses, quoi. De l'économie, mais ça va au-delà, du social également. Alors, juste pour ne pas dire que ce n'est pas de la science-fiction, il y a des exemples très concrets pour dire que ça existe vraiment. En fait, on est déjà dans le monde d'après. C'est juste qu'une fois qu'on a compris ça, on a un filtre pour filtrer les vraies solutions durables de celles qui prétendent être durables. Et du coup, je vous donne juste 3 petits exemples. Donc, par exemple, sur l'agriculture, pendant très longtemps, donc c'est la révolution verte, après-guerre, on a voulu augmenter les rendements, pour différentes raisons. Donc on a voulu mettre en avant la performance. On se rend compte que cette agriculture a des externalités très négatives. Et donc le futur de l'agriculture, c'est de faire des rendements stables malgré les fluctuations de l'environnement. Et donc ça, c'est l'agroécologie. Et l'agroécologie, c'est vraiment un hommage au biomimétisme. C'est même le nom agroécologie le dit, quoi. Donc ça, c'est le futur de l'agriculture. Et il n'y a pas de... Moi, je travaille pour l'INRAE, maintenant, c'est ça et que ça. On ne parle plus du reste. Un deuxième exemple, j'en ai juste 2. Sur la consommation, par exemple, donc on a pendant très longtemps vendu des objets clés en main, où en fait le consommateur est un sous-traitant du système économique, il ne participe pas à la construction de l'objet. Donc ça, c'est pas du tout robuste. Ce qui va être robuste à l'avenir, c'est de vendre et de produire des objets réparables, mais vraiment réparables par les citoyens. Et donc là, il y a une multitude de solutions. Et donc le réparable, c'est du biomimétisme, évidemment.
Parce qu'en fait, on le maintient dans la durée, ça se régénère. Donc là, il y a les ateliers de vélo, le design, le Fairphone par exemple, l'autre BTP, boîte air paille. Donc c'est des matériaux qui sont moins performants que les super matériaux super isolants. Mais par contre, puisqu'on peut les réparer, puisque les citoyens peuvent s'en emparer et qu'il n'y a pas beaucoup de coûts en termes de construction et de démantèlement, ça c'est vraiment robuste. Donc en fait, voilà, on sait quoi faire en fait, quand on a ce filtre-là. Et peut-être un dernier exemple, c'est au niveau des organisations, parce que cette histoire de robustesse, ça se décline aussi dans les liens sociaux, évidemment. Donc le futur des collectifs, c'est pas de faire des collectifs efficients, tayloristes, super efficaces, etc. C'est de faire des collectifs adaptables, c'est-à-dire capables d'affronter des crises qu'on n'a pas prévues. Et donc je dis bien adaptables et pas adaptés. Parce que adapter, en fait, c'est déjà dépassé. Être adapté, ça veut dire qu'on serait capable de prévoir ce qui se passe quand il y aura 2 ou 3 degrés de plus. Mais non, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, en fait, être adaptable, c'est être capable de répondre à l'impensable. Et c'est ça qu'il faut, en fait. On n'aura pas le choix, encore une fois. Donc, c'est la robustesse qu'on va mettre en avant. Donc là, vous avez des exemples actuels qui font ça. L'habitat participatif, quelques exemples dans l'entreprise libérée, par exemple. Donc, il y a pas mal d'inspiration pour ça. Et donc, je vais vous laisser avec 3 grands principes de robustesse du vivant, les 3 piliers de la robustesse du vivant. C'est la circularité, d'abord. Et donc, c'est la circularité pour nous, ce n'est pas seulement l'économie circulaire ou l'éco-design, ça veut dire aussi prendre en compte les effets rebonds de nos activités. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande beaucoup plus d'études systémiques. Le collectif, le vivant, met toujours en avant la résilience du groupe devant le confort individuel. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter d'être moins performant à l'échelle individuelle pour que le collectif puisse être robuste. Donc ça veut dire, c'est une leçon de coopération. C'est-à-dire que le vivant ne collabore pas, il coopère. C'est donc toute la différence. Et le dernier point, c'est l'adaptabilité. Et là, vous avez vu qu'en fait, l'adaptabilité du vivant, elle se construit sur les fragilités du système. Donc il s'agit non pas d'éviter les fragilités, au contraire, il faut les utiliser et les faire interagir. Et c'est comme ça qu'on fait de la robustesse. Voilà, je m'arrête là. Formidable, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vous laisse réagir, Gilles, Virginie, Cédric. Je ne sais pas, Cédric, si quand tu vas voir différentes parties prenantes, entreprises, collectifs, publics, privés, etc., et que tu leur expliques que pour faire face au réchauffement climatique, il va falloir être sous-performant. Je ne sais pas comment tu vas être accueilli. Gilles, tu nous as toujours expliqué que pour s'adapter, il faut changer, et pour changer, il faut se garder une marge de manœuvre. Et Virginie, le grand défi des entreprises pour la biodiversité, si ce n'est pas du collectif, je ne sais pas ce que c'est, donc je vous laisse réagir. Je vais réagir en biologiste d'abord. Ce n'est pas l'humain le modèle. Il y a des animaux incroyablement plus performants, plus froids, plus chauds. Une truite, à l'INRA, on travaille dessus. Elle est très bien à 1 degré, elle est très bien à 24. Il y a des mulets qui vivent de 0 degré jusqu'à 30. Ça, c'est absolument extraordinaire. Mais je suis entièrement d'accord, les conclusions sont les mêmes. Simplement, ce qu'il faut regarder, c'est le système globalement. Alors nous, quand on fait Tara Océan, on quitte Lorient en 2009, on rentre en 2013. On ramène à peu près aujourd'hui 600 000 séquences pas connues et on étudie les interactions entre ces êtres vivants initiaux, puisque ce sont des virus, des bactéries, des protistes. Il y a infiniment plus de coopération, de collaboration, de mutualisme, de symbiose que de compétition. Donc ça, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Surtout face à ce qu'on a en face de nous en ce moment. Si on ne joue pas le collectif, ça se terminera super mal. L'adaptabilité, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que je combats souvent les systèmes écolos trop forcenés quand on me dit qu'il faut conserver la nature. Non, il faut conserver ses capacités dans l'ambiance actuelle dans laquelle on se trouve à évoluer vers les meilleurs systèmes possibles. Conservation en anglais, c'est compliqué de traduire par conservation. C'est comme biomimétisme, c'est biomimicry, c'est pareil. Je préfère biorespiration, tu le sais bien. Donc je suis entièrement d'accord avec ce que dit mon collègue. Et on a vu des choses qui étaient tout à fait... Alors, je vais revenir aux enzymes, par exemple. Il y a des poissons sur lesquels on travaillait à l'INRA qui passent leur vie entre 0 et 15 degrés. In vitro, la performance, elle est à 37 ou 38. Donc on se demandait pourquoi, finalement, elles ne sont jamais... Cette température, elle les tue à l'extérieur. Donc il y a un grand système global, et je pense que la performance, c'est vraiment une invention humaine, je crois, aujourd'hui, qui est vraiment assez dramatique dans ce qu'on veut faire. Tu sais, je montre souvent une image de la grotte Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois. On en pleure à chaque fois. 37 000 ans, 2 fois plus vieux que Lascaux. Les dessins sont fabuleux. Qui dessine comme ça? Mais ma question, pour revenir à la performance, à quoi ça sert de faire ça?
Et je crois que tout est là. À quoi ça sert? Et on me dit, on ne sauve que les espèces qui servent à quelque chose. Alors le moche, le rat top nu hyper moche, il est foutu. Il est tellement laid jusqu'au jour où on découvre qu'il ne fait jamais de cancer. Donc il va sauver l'humanité, celui-là. Et c'est vrai qu'on oublie ça dans la... J'aime pas le mot progrès. Alors, il y avait un grand philosophe français qui est Frédéric Worms, qui est le prof de philosophie à l'école normale supérieure. Il dit le mot a été oublié. On ne le voit plus dans aucun texte scientifique ou même de coopération. Innovation, hein, ça ne change pas grand-chose, on parle d'innovation. Et c'est vrai que ce qu'il faut regarder, c'est le système tel qu'il est là. Nous, on est endocrinologue, on a travaillé sur les neurohormones du cerveau chez l'humain, des décapeptides, 10 acides aminés, on enlève le 8e, on en met un autre, ça marche beaucoup mieux. Ça a l'air, sur vivant, une marche pour pouvoir continuer à évoluer, pour trouver... Mais j'aime pas trop l'homme performance. Par contre, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'avec ça, le vivant, il a 4 milliards d'années, puis il fait des trucs absolument tellement enthousiasmants et émerveillants. L'humain, il tient quoi? Il tient 2 minutes en apnée, tu vois, en déplacement. Le bébé humain, il a mis 20 minutes en apnée avant de naître, parce que quand il s'est emberlificoté dans le cordon ombilical et que la maman, la sage-femme le secoue par les pieds, 20 minutes d'apnée, vous avez tous fait ça. Et le cachalot, lui, descend 1h40, il remonte une aspiration, il descend 40 minutes. Voilà. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on raconte. Donc ce n'est pas la frénésie de la recherche de la performance, et je suis entièrement d'accord avec mon ami, c'est effectivement la capacité pour le système global de continuer à fonctionner. Et je terminerai en disant une chose, c'est que si ce système global s'appauvrit indéfiniment en espèces, et au sein des espèces en variabilité génétique, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, notre but, ce n'est pas effectivement de se battre pour garder... Vous savez, tout ce qui a des grands yeux bleus et des cils magnifiques, il faut sauver ça. Hein. Ça, c'est absolument fondamental. Ce qu'il faut qu'on garde avec nous, c'est cette capacité à continuer à évoluer dans les conditions dans lesquelles on se trouve. Et ça, c'est absolument essentiel. Et l'amenuisement actuel du vivant, on l'a vu l'autre jour, hein, à l'IUCN, le combat, c'est climat vivant, même combat. Ce n'est pas toujours lié. La surpêche du thon rouge, elle n'a rien à voir avec le changement climatique. N'empêche qu'on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant depuis 10 ans. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on associe climat vivant. Et ce qui a été dit là me va tout à fait parfaitement. Ça nous montre une réflexion différente sur quoi on appartient. Hein. Quand Guillaume Lecointre nous parle du hockey, par exemple, c'est horriblement mal foutu. Tout à l'heure, Bruno David parlait de la crosse aortique, tu vois. Donc voilà, tout à fait d'accord. Mais pensez-y. Et surtout, c'est mon dernier mot, vous êtes le vivant, vous êtes la biodiversité. Vous ne coopérez qu'avec du vivant, vous bouffez que ça aussi. Hein. Et qu'est-ce qui tue le Covid-19? Il tue des personnes âgées, des gros, 2 fois plus d'hommes que de femmes, des hypertendus, des gens en diabète de type 2 qui ne font pas de sport. Ce n'est pas le fait du hasard, il révèle nos fragilités. 15 gènes contre 29 000. Gilles Boeuf. Voilà. Bon, Cédric, Virginie, vous œuvrez pour faire bouger les entreprises. Bravo pour tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui peut aider à accélérer le mouvement dans cette révolution culturelle? D'abord, je voulais juste vous remercier parce que je viens d'écouter et là, je suis profondément rassurée. Parce que je pense que mon fils adolescent de 14 ans a tout à fait compris le sens de la robustesse versus la performance. C'est quelque chose qui est intégré naturellement chez mon fils, donc je suis très contente. En revanche, je suis plus inquiète parce que je me souviens d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, je perds la notion du temps, au début de la pandémie, au moment du premier confinement en particulier, où on a eu l'impression, l'espoir que justement cette compréhension, cette différence entre performance et robustesse, entre performance et adaptabilité, ça y est, ça commence, la prise de conscience arrivait. Et puis le mot relance a pris le dessus depuis. Et le mot relance, c'est une expression de la performance et certainement pas de la robustesse. Donc ça, c'est mon inquiétude et que vous renforcez par votre exposé. Et effectivement, la troisième chose, et c'est sur la base de ces constats aussi, et sur le fonctionnement en système, qui est tout à fait fondamental, que Jérôme Cohen et moi-même, on a imaginé le grand défi des entreprises pour la planète, qui est un processus qui a pour vocation de formuler 100 propositions dont on pense que la mise en œuvre collective pourra avoir un impact plus grand pour freiner le recul de la biodiversité et amplifier la lutte contre le réchauffement climatique. Mais surtout, l'idée, c'est de considérer l'économie, le monde de l'entreprise comme un écosystème entre les parties prenantes. L'entreprise est au cœur, elle emploie des ressources, elle emploie des personnes, elle transforme les ressources, elle utilise de l'énergie, etc. Donc elle est vraiment au cœur du système économique, elle est prescriptrice de modèles aussi, de consommation, mais elle est surtout
à l'interface du consommateur, du citoyen, du fournisseur, du producteur d'énergie, des politiques, des territoires, etc. Et en ce sens, il nous paraissait intéressant d'aborder ces problématiques-là en réunissant toutes les parties prenantes, et c'est le point de départ du grand défi, c'est d'avoir une approche systémique des acteurs pour converger vers ces propositions. Et justement, et c'est aussi une question pour Cédric, pour la fresque du climat, quel est le principal levier déclencheur? Parce que ce dont Olivier Amand nous parle, c'est davantage une révolution culturelle qu'une révolution économique, parce qu'il y a plein d'entreprises qui font plein d'innovations magnifiques. Mais là, on est sur une autre dimension. Grâce à la fresque du climat, bravo Cédric, tu aides à diffuser cette connaissance. Et il faut savoir et comprendre pour mieux agir. Quel est ton retour d'expérience depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans du lancement de la fresque? Ça fait 6 ans qu'elle existe, mais ça fait 3 ans qu'on a vraiment lancé le chantier du déploiement à large échelle de la fresque. Je pense qu'on fait de la bio-inspiration, mais sans le savoir, parce qu'elle a un déploiement, comme on a l'habitude de dire en langage courant, organique. Quand les gens jouent à la fresque du climat, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil pédagogique qui permet de comprendre les enjeux climatiques. C'est basé sur le rapport du GIEC. Ça permet de comprendre les enjeux climatiques en manipulant des cartes qu'on pose sur une table et on les remet dans l'ordre des causes et des effets, qui est un super exercice intellectuel à faire pour bien comprendre tout l'enchaînement depuis les activités humaines jusqu'au dérèglement de la planète et puis qui nous retombe sur la figure un peu plus tard. Et puis après, on a une phase de créatif pour mettre de la couleur sur tout ça. Et puis enfin, on passe 1 heure à discuter de ce qu'il est possible de faire, des solutions. Mais cette heure que l'on passe à discuter, c'est en fait la partie la plus importante de la fresque. Elle marche parce que juste avant, on a bien compris l'enjeu. Et donc ça, c'est un outil que j'ai créé à moi un petit peu par hasard il y a 6 ans, qui a été d'abord un outil pour moi, seul en tant que on va dire, enseignant sur le climat. Jusqu'à ce que plus tard, je me rende compte que je pouvais le mettre dans les mains d'autres personnes pour qu'ils deviennent eux-mêmes animateurs. Et puis un jour, on a eu l'occasion de faire jouer énormément de monde sur une demi-journée, 900 personnes sur une demi-journée. J'ai recruté 30 animateurs en 2 semaines, ça s'est bien passé. Et là, je me suis dit, ok, on a un truc qui passe à l'échelle. Et donc, toute la question a été de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir se multiplier, un peu comme les bactéries sur un plexi. Et là, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose d'exponentiel et pendant combien de temps? Donc ce jour-là, on est passé d'une poignée d'animateurs à une trentaine, même une 50aine en tout. Et puis ils ont continué de faire des fresques. Donc il y a des gens qui ont fait l'atelier, qui sont ensuite inscrits à des formations. Et très vite, moi, j'ai formé des amis pour qu'ils deviennent eux-mêmes des formateurs d'animateurs. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Il y en avait 3 ans pile poil. Je pense qu'il y en avait 4 ou 5. Aujourd'hui, il y en a 200 qui sont des formateurs d'animateurs et qui ont formé bientôt 10 000 animateurs qui ont fait jouer plus de 200 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'exponentiel et le taux de croissance, c'est à peu près un doublement tous les 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et ce qui caractérise ce projet, c'est surtout que il traverse un peu les frontières. On fait beaucoup des fresques dans les écoles, on en fait aussi beaucoup dans les entreprises. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand quelqu'un devient animateur de la fresque, qu'on appelle les fresqueurs, les fresqueuses, dans une boîte, ils deviennent un peu membres d'une communauté qui dépasse les frontières de la boîte. Et très souvent, d'ailleurs, d'eux-mêmes, sans qu'on les incite, ils vont faire des fresques avec des parties prenantes, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des investisseurs, avec leur conseil d'administration. Et ça fait que comme ça finit par se diffuser très largement. Il y a des gens qui ont été formés dans leur entreprise, puis ensuite ils vont faire une rentrée climat avec l'association pour aller s'entraîner et y avoir une expérience d'animation avec les autres. Voilà. Donc on a cette caractéristique, je trouve, qui est que dès qu'on devient fresqueur, on a l'impression de faire partie d'un projet qui est plus grand que notre propre boîte. Et c'est hyper rafraîchissant et je crois que les boîtes aiment bien cet état d'esprit. Non, Gilles me disait que c'était des sciences participatives. Le muséum, c'est 2500 personnes. Aujourd'hui, il y a 20 000 personnes qui nous appellent. La phénologie, j'ai ramassé ma première pomme dans mon jardin à tel endroit, j'ai vu la première hirondelle. C'est absolument génial. Parce que l'énorme intérêt de ce que tu nous dis là, c'est que quand on a beaucoup de gens, ils sont partout et tout le temps.
Alors que nous, on ne peut pas faire ça, hein. On est forcément limité au départ. Et ça, en archivant cette donnée-là, et en la synthétisant, et en les restituant, c'est facile de séduire. C'est beaucoup plus difficile de garder les gens fidèles pendant longtemps, hein. C'est absolument fondamental, tout à fait d'accord, hein. Sur le côté entreprise, réaction des entreprises à la fresque du climat depuis 2-3 ans, c'est une grande claque dans la tête, c'est des leviers pour agir, comment ça marche? Oui, à chaque fois, c'est un peu une claque dans la figure pour beaucoup de monde, hein. Même ceux qui travaillent à la RSE, qui sont sur ces sujets depuis longtemps, ils apprennent toujours au moins un petit truc, et puis, ou alors ils se rendent compte de l'ampleur du sujet, ce qu'ils n'avaient pas vu jusqu'ici. Et puis après, il faut passer à la suite, parce que la fresque, c'est que le début, hein, c'est que la prise de conscience, et derrière, il va falloir passer à l'action. Donc on a 1 heure pour parler des solutions, mais en 1 heure, évidemment, on ne refait pas le monde complètement, donc c'est bien, c'est un moment qui est très important, ce moment de débrief, mais après, il faut envisager la suite. Alors moi, j'ai l'habitude de proposer aux entreprises un accompagnement dans la foulée qui consiste à essayer de se projeter dans le monde tel qui va exister, enfin tel qui devrait se transformer dans les années qui viennent si on fait la transition. Parce que les entreprises aujourd'hui, elles prennent des engagements, donc elles ont compris qu'il y a un truc, hein, tout le monde en parle, le climat, voilà, elles ont compris, donc elles prennent des engagements, donc nous, ce sera la neutralité carbone en 2040, nous, ce sera en 2030, alors dans ces cas-là, moi, je vais faire mieux, je vais faire la virginité carbone, c'est-à-dire je vais effacer mes émissions du passé, ça existe, ouais. Donc c'est la course à l'échalote sur les engagements, ceux qui prononcent ces mots-là n'ont aucune idée de ce que veut dire de telles réductions chez eux, enfin, c'est des projets monstrueux. Mais au moins ils le font. Et donc moi j'aime bien les titiller et les prendre dans leur propre jeu. Vous avez pris des engagements sur le climat. Imaginons que vos confrères qui ont pris aussi des engagements, imaginons qu'ils tiennent ces engagements. Ça veut dire que le monde va vraiment se transformer. Ça veut dire que les conditions vont être réunies pour qu'on réussisse vraiment à faire cette transition. Et dans ces circonstances-là, est-ce que votre business model marche toujours ? Pourquoi vous continuez de vouloir vendre tel produit qui est plus carboné que celui-là? Là, ils me répondent, oui, mais il y a une demande. Ah oui, aujourd'hui, il y a une demande. Mais est-ce qu'elle sera là demain, cette demande? Vous n'en savez rien. Enfin, et même, a priori, non. Sauf si on se projette dans un scénario business as usual. Donc, vous prévoyez d'arrêter quand cette activité? C'est business as usual, mais moins carboné. C'est ça, on va jouer à la marge, quoi. On va pas complètement se transformer. Et alors, c'est vraiment compliqué de faire passer ce message. C'est-à-dire qu'à la fin, je leur dis, mais attendez, moi, je suis pas là pour sauver les petits oiseaux. Vos engagements, là, moi, j'y crois pas, d'abord. Et puis, en vrai, je suis là pour vous parler de votre business. Parce que, mettons que le monde, il décide vraiment de rester sous les 2 degrés. Eh ben, ça va changer tellement de choses que votre stratégie est probablement plus adaptée. Donc, pour cette raison-là, il faut que vous adaptiez votre stratégie. C'est un pari à prendre, hein. C'est le pari qu'on va y arriver. Mais vu que vous avez pris des engagements, c'est logique de prendre ce pari-là. Vous pouvez aussi dire que vous pariez qu'on va rester comme aujourd'hui. Et en ces cas-là, vous serez gagnant si c'est le cas. Mais si vous décidez que vous alignez votre stratégie sur le fait que le monde va changer, il faut le faire pour de vrai. Et vous serez gagnant si c'est le cas. Vous serez aussi perdant si ce n'est pas le cas. Si vous adaptez votre stratégie à un monde qui n'advient pas, vous allez perdre à court terme. Mais c'est un pari. C'est un pari qu'il faut faire. Et en fait, si on n'a pas une grande majorité des boîtes qui font ce pari, les choses ne vont jamais bouger parce qu'elles sont toutes auto-verrouillées. Chacun se bloque les uns les autres. Il faut sortir de ces verrous en chaîne. D'où l'intérêt du défi collectif. Mais juste avant, pardon Virginie, je crois qu'Olivier Amand voulait réagir. Je vais dire qu'en fait, ce soir, là, on apporte un peu un message d'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit juste, enfin nous 4, hein, ou nous 5 même d'ailleurs, mais en fait, si on dit juste il faut réduire... ça, c'est de la charité écologique, c'est de l'écologie punitive. Ça ne marche pas, ça mobilise personne. Donc en fait, il faut avoir une voix engageante, il faut engager. Et bon, alors, l'histoire de la robustesse, alors après vous pouvez mettre d'autres noms, hein, adaptabilité, etc. Mais c'est ça en fait qui va nous engager et qui va engager les entreprises. Mais du coup, c'est vraiment une voie. En fait, on est en train de quitter le monde du burn-out. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle. En fait, de passer de la performance à la robustesse, c'est une excellente nouvelle. En fait. Voilà. Et c'est pour ça aussi que, souvent, dans le biomimétisme, il y a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de passion, parce que les équipes qui bossent sur le sujet, avec ce changement de regard sur le vivant, qui n'est plus un problème mais une solution, en fait, ça bascule complètement. Et on redécouvre un autre monde possible. Virginie, sur le défi collectif, parce que Cédric l'a dit, plein de petites performances optimisées ici ou là, c'est chouette, mais c'est la mise en résonance de tout ça qui donnera de l'ampleur.
Oui, c'est exactement. C'est le fait de faire converger les acteurs vers les mêmes solutions qui soient efficaces, impactantes, qui pourra faire la différence. Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'invente rien. Le grand défi, c'est pas une initiative de plus. L'idée, c'est plutôt de rendre les autres plus performantes, en tout cas plus impactantes et plus efficaces, plus exactement que performantes. Approprier la performance. Voilà. Oui. L'idée, c'est de dire il y a beaucoup de solutions. En gros, les solutions, on les connaît, les analyses, on les connaît, elles existent, etc. Il y avait un problème de prise de conscience. On a beaucoup progressé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour la fresque du climat, mais néanmoins, grâce à la fresque du climat et d'autres, on a progressé. Maintenant, il y a un problème d'appropriation des solutions et d'impact, et donc de mise en commun des solutions. Mais est-ce que aussi c'est parce que tout le monde cherche la solution idéale, alors que justement des enseignements du vivant, c'est qu'on est toujours adapté à son histoire et à son environnement, donc il n'y a pas la solution idéale? Non, il y a des solutions. Au vouloir opposer la technologie, par exemple, à la sobriété, ou vouloir opposer les acteurs les uns aux autres, ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est même terriblement contre-productif aujourd'hui, puisque ce qu'il faut créer, précisément, c'est de la convergence et se mettre d'accord sur l'objectif et pourquoi on y va. À partir du moment où ça a du sens et on peut créer la convergence, je pense que les écosystèmes, ils ne sont pas rivaux entre eux. Donc c'est aussi ça qu'il faut réussir à l'échelle des organisations humaines. Olivier Hamon, et puis Gilles après, oui. Je voulais juste rebondir là-dessus, parce qu'en fait, là, on a parlé de préserver la biodiversité pendant toute la journée. Il faut aussi préserver la technodiversité. C'est-à-dire que la robustesse, ça passe aussi par ça. Donc, quand je vois qu'on passe à la voiture électrique, par exemple, ça, c'est la pire erreur. L'avenir de la voiture, c'est pas la voiture électrique ou la voiture thermique, c'est la voiture réparable, partagée et légère. C'est ça le futur de la voiture, par exemple. Donc, du coup, la technodiversité... Elle roulera à ce qu'elle veut, mais en tout cas, voilà. Oui, Gilles. C'est clair qu'en énergétique, on va arrêter de vouloir chauffer Annecy comme Brest ou comme Lille. Hein. Les mix sont tellement... Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur la voiture électrique. Hein. Même, on peut se poser la question sur la sortie du nucléaire, hein, parce que si on va, comme le disent les climatologues, vers des longues périodes d'anticyclone en Europe, sans lumière et sans vent, ça peut nous poser quelques soucis. Donc, tout ça, il faut le penser, et on ne le pense pas suffisamment bien, en fait, parce qu'on travaille beaucoup trop en silo. Et surtout, moi, ce que je veux dire pour mes jeunes, hein, c'est mon métier, hein, donner de l'émerveillement. Hein, le catastrophisme ou la collapsologie, c'est une vraie catastrophe en fait. Hein. Ils sont désespérés. Qu'est-ce qu'elles me disent à Sciences Po, mes étudiantes? On ne fera pas de bébé. On en a fait beaucoup trop, nous, à une époque. Hein. Et maintenant, on va trouver, oui, c'est pas bien, elles n'en veulent pas, parce que c'est très compliqué. Quand on lit, je t'écoute à l'instant, hein, ce que la fresque du climat donne sur Paris en 2045, ça ne donne pas tellement envie de le vivre. Et puis moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser à 2100, 2300, 2400. On peut le faire, hein. Mais notre problème aujourd'hui, on parlait de la vie de nos enfants, notre fin de vie va être affectée. On le voit très bien sur la fresque en question. Et ben dans ce schéma qui est, moi j'aime bien dire intranquille, il n'est pas noir, il n'est pas pessimiste. Il est trop tard pour être pessimiste de toute façon. Il fallait qu'on soit avant. Comment on réagit? Et on donne de l'émerveillement aux jeunes. Tout ça, on peut le faire effectivement avec un entrain particulier, qu'on arrête de ne pas s'en occuper, nos jeunes. Moi, je les vois bien, ils vont se radicaliser. Et les systèmes aujourd'hui qu'on a sont pas... Je vais finir sur Edgar Morin qui disait l'autre jour au président Macron, il disait, mais vous savez, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et il parlait effectivement des mouvements sociaux, parce que tu en as parlé très très bien. Il dit quand on gouverne comme ça en oubliant une partie des gens, toujours les pauvres, et bien sûr, le premier gourou qui passe, il gagne. Regardez tous les gourous qui sont à l'affût en ce moment autour de nous et qui n'ont aucune solution pour les questions qu'on aborde ce soir. Hein. Donc, et puis, il faut absolument que le système social soit pris en même temps. Hein. Là, j'écoutais le débat en ce moment, c'est des choses qui sont assez surréalistes. Hein. Le prix du baril de pétrole, en novembre 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes démarre, il était à $65 US le baril. Vous savez à combien il tombe, Alain, le 20 mars 2020, quand on annonce le confinement? Moins 20. Ils ont tellement de stock, achetez-moi du pétrole, je vous le donne, je vous paye pour l'avoir chez vous. Comment voulez-vous faire de la science avec des trucs comme ça? L'économie n'est pas du tout une science. Il y a des économistes actuels qui travaillent sur les externalités, on connaît bien ça à l'INRA, bien évidemment. Donc effectivement, et je finirai encore sur Edgar qui disait un profond changement, pour nous ça s'appelle une métamorphose pour des biologistes. Hein. Est-ce qu'on va être capable de l'amener? Mais ce qui est clair pour moi, on ne la fera pas sans l'entreprise. Hein. Il nous faut la science, j'en ai ras-le-bol d'entendre des opinions. Depuis 1 an, à la télévision, on n'a que des opinions, en particulier sur la Covid. La politique, on pourra parler de laquelle, les ONG et les citoyens, et puis les entreprises. Je pense que si les 4 arrivent à travailler en synergie, quand on voit les taquets auxquels arrivent tous les rendements agricoles aujourd'hui, hein, ben voilà, je pense que
Il faut changer, effectivement, il faut cette métamorphose. Moi, j'y crois, sinon j'arrêterais de venir déblatérer partout comme ça. Quels sont, de votre point de vue, oui, je te laisse réagir, Cédric, et puis ma question pour après, c'est quels sont les facteurs d'accélération, c'est-à-dire de votre point de vue, notamment Virginie et Cédric, les boîtes qui avancent de la manière la plus dynamique aujourd'hui et positive, c'est quoi leur moteur par rapport aux autres? Si tu m'autorises, juste avant, je voudrais réagir sur ce que vient de dire Gilles. Je suis complètement d'accord avec ce que tu proposes là, parce que on a besoin de science et on a besoin de recherche, et on a une confusion très forte qui s'est mise dans la tête des gens, qui est que, pour faire simple, la science, ce serait le doute. Alors non, la recherche est basée sur le doute. Tant qu'il y a du doute, il y a de la recherche. Mais après, le but, c'est d'éliminer le doute, c'est d'arriver à des certitudes, d'arriver à des connaissances. Et à la fin, on a des connaissances scientifiques dont on est sûr. Donc il y en a qu'on n'est pas prêt à remettre en cause. Et puis, quand elles nous gênent un petit peu, très facilement, on a tendance à sortir cette espèce de relativisme scientifique, mal interprété d'ailleurs, qui serait que la science, c'est le doute, et qu'on est légitime à tous tout remettre en doute. Et je trouve qu'on l'a beaucoup observé avec cette crise du Covid, et ça m'a amené des réflexions très fortes, parce que il y a besoin de pédagogie dans tous les domaines. On aurait dû avoir beaucoup plus de pédagogie autour du Covid. Il y en a eu un peu au début parce qu'on était tous chez soi confinés, on n'avait rien à faire. Donc on était là pour écouter les points quotidiens. Mais depuis, moi je vois plus beaucoup de graphes sur les taux de progression du virus, etc. Et donc il y a un besoin énorme de faire de la pédagogie, parce que sinon, dès que vous commencez à aller sur des mesures qui ne sont pas très agréables à prendre, et tout de suite, vous allez avoir des réactions qui sont violentes, qui vont s'y opposer. Et je fais un parallèle avec le changement climatique, parce que c'est un peu du même ordre. C'est un problème global pour lequel il va falloir qu'il y ait des changements de comportement individuels. Le changement climatique, il va falloir réduire nos émissions de CO2 à tout le monde, la Terre entière, mettre en place des nouvelles règles du jeu pour tout le monde. Le Covid, c'est pareil, si on ne change pas individuellement, tous ceux qui ne jouent pas le jeu mettent en danger les autres. Et même si on ne le voulait pas, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je décide de ne pas me faire vacciner parce que c'est ma conviction. Ok, la conséquence, elle est réelle, c'est que c'est une conséquence pour l'ensemble de la société derrière. Et avec le changement climatique, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de passer au niveau collectif. On est obligé de passer à des règles du jeu et de dire, ça c'est interdit, ça c'est obligatoire, ça c'est taxé, ou ça c'est moins drôle. Donc, il y a un pass sanitaire qui fait que tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Oui, donc c'est une attaque à la liberté. Et sur le changement climatique, il y aura la même chose un jour. Il y aura forcément des règles qui seront un petit peu contraignantes. Et ce jour-là, moi je vous dis qu'on verra ressortir les climato-sceptiques, première, deuxième ou troisième génération, qui nous disaient autrefois il n'y a pas de changement climatique. Bon, ils ont arrêté, parce que ça se voit quand même. Ensuite, ils ont essayé de nous dire que ce n'était pas la faute de l'homme. Maintenant, il y en a qui commencent à dire oui, mais ça ne va pas être si grave que ça. Et puis, on n'est pas loin d'avoir ceux qui nous disent que de toute façon, c'est trop tard. Voilà, donc, il faut vraiment préparer le terrain. Il faut créer une immunité collective contre le doute, contre l'ignorance, et même contre la connerie. Certes, alors ça, tant mieux si on trouve le bouclier. Mais parallèlement à ça, pour ne pas dire en même temps, la pédagogie des solutions, la pédagogie de l'enthousiasme, c'est aussi un moteur considérable. C'est-à-dire que ces enjeux-là, quand ils sont, comme ils l'ont été depuis très longtemps, présentés sans perspective de solution, parfois ils peuvent eux-mêmes créer du déni psychologique, parce qu'on n'aime pas voir des problèmes sans solution. Et donc, quelle est la force motrice de la pédagogie des solutions? Je ne sais pas si le biologiste a une réponse là-dessus. Sur la pédagogie, on dit souvent quelle planète laisserons-nous aux générations futures. Il faut aussi se poser la question, quelle génération future laisserons-nous à la planète? Et c'est comme ça qu'on accélère le changement, en fait. Donc, en effet, la pédagogie, c'est vraiment clé. Et en fait, l'enthousiasme, pour moi, c'est, comme vous le disiez, sur les collapsologues, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la déprime, ça mobilise personne. Alors qu'on a des solutions. En fait, on a trop de solutions. Moi, je pense qu'on a trop de solutions. Plus, comme on rêve de la solution idéale et du grand jour, exactement. Ça peut perturber. Voilà, exactement. Donc, s'il y a trop de solutions, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de filtrer. En fait, c'est uniquement de sélectionner les solutions. Comme j'ai dit, sur un critère de robustesse, d'adaptabilité, d'implication citoyenne. La science citoyenne, on l'a tous dit, c'est ça, la science robuste. Donc, c'est plus la science des labos, c'est la science avec les citoyens, co-construit. Il y a plein de choses à faire qui sont hyper enthousiasmantes. Moi, si j'étais un jeune lycéen là aujourd'hui,
c'est en fait non seulement j'aurai la légitimité parce que je suis jeune et que j'ai aucune responsabilité dans le monde dans lequel j'arrive, quoi. Donc c'est ça, légitimité politique décisionnelle, mais en plus il y a plein d'opportunités et en plus on sait à peu près quoi faire maintenant. Virginie, on a trop de solutions? Oui, enfin, à propos des leviers, la question sur les leviers des entreprises, celles qui avancent, et, je pense qu'il y a un enjeu de conscience, de pédagogie et après d'appropriation. Et c'est un énorme enjeu, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans un certain nombre d'entreprises, elles connaissent les solutions, mais ce n'est pas la leur, et donc c'est moins intéressant que si c'est leur solution. Oui. Ah oui, on veut solution. Mais c'est un enjeu, dans une économie concurrentielle, c'est un enjeu absolument énorme. Et les entreprises, moi, dont j'observe qu'elles progressent, enfin qu'elles sont vraiment dans une démarche positive, même si elles n'ont pas encore la solution, elles ont un très long chemin à faire certaines fois, mais c'est déjà de reposer la question du sens et de la raison d'être. Et ça, c'est absolument fondamental. On voit que les entreprises, et puis après, il y a tous les mécanismes d'intelligence collective, notamment bio-inspirés, qui permettent de converger, enfin, d'aller en direction de ces solutions. Mais le travail, le récit, l'appropriation, ce sont des choses absolument fondamentales, parce que sinon, on reste spectateur et pas acteur, ce qui sont deux choses radicalement différentes et qui, à l'échelle d'une entreprise, peut faire une énorme différence. Oui, Gilles, sur la capacité à mobiliser par l'enthousiasme, tu es bien placé pour ça. Et pendant ce temps-là, on va accueillir la ministre. Je le vois bien, on m'invite dans des écoles où j'allais jamais. Hein. Un écologue à HEC, vous imaginez, ça aurait été un gros mot il y a 20 ans. On va à l'école des mines, on va à Centrale Supélec, à Sciences Po depuis 4 ans. Et puis surtout, les jeunes maintenant ont changé. Le major de l'X, avant, il y a 20 ans, il allait négocier son salaire chez Total. Il n'a plus envie d'aller chez Total aujourd'hui. Donc c'est vrai que nos jeunes sont différents. Et heureusement pour nous, en fait. Hein. Ça donne de l'espoir sur le changement en cours, finalement. Bah écoutez, merci beaucoup. On va continuer cette conversation. Restez là. Mais s'il vous plaît, sous vos applaudissements, je voudrais qu'on accueille Madame la ministre Annick Girardin, ministre de la Mer, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre à Biomime Expo, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci le protocole de la Cité des Sciences, je crois que c'est François Quéré qui vous a accueilli. Ravi, je sais que votre temps est compté. Très heureux que vous ayez souhaité nous rejoindre pour clôturer cette grande journée du biomimétisme et notamment du biomimétisme marin, parce que la biodiversité marine est une grande source d'inspiration pour s'inspirer pour nous, pour nos technologies, pour la santé humaine, mais évidemment aussi pour la santé de la planète. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. On a été très heureux aussi des propos récents du président de la République ces dernières semaines, où il parle lui aussi de biomimétisme et d'exploration marine. Merci beaucoup de votre présence. Et merci beaucoup de votre invitation. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être là. C'est pour moi un plaisir de venir vous rencontrer. Alors c'est vrai que j'ai déjà côtoyé un certain nombre d'acteurs du biomimétisme marin que j'ai rencontrés depuis que je suis ministre de la Mer ou même ministre des Outre-mer avant ce portefeuille. Et je me faisais une joie de venir clôturer vos travaux. Moi, je défends corps et âme l'écologie des solutions, bien entendu, une nature à préserver pour l'épanouissement des femmes et des hommes. Et je peux dire qu'ici, vous tous, vous êtes des pourvoyeurs d'espoir. Et cet espoir, on en a fortement besoin aujourd'hui, particulièrement dans cette période compliquée, avec effectivement des besoins de rêver à nouveau chez nos jeunes, de leur donner de l'espoir et de leur montrer que des nouveaux modèles sont possibles. Alors, le principe du biomimétisme ne peut s'inspirer... s'inspire bien évidemment des vocations et du vivant pour réinventer un projet collectif d'avenir. J'ai envie de dire, comment ne pas y adhérer? Moi, ça me passionne à chaque fois. Les solutions fondées sur la nature nous fascinent tous, et puis à chaque fois qu'on les voit, qu'on les touche ou qu'on peut les observer, on n'a juste qu'une chose à dire, bah oui, bien évidemment.
Bien évidemment que rien ne vaut une barrière de corail ou une mangrove en bon état écologique pour contrer la submersion marine. Et j'ai pu le constater moi-même quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie et où j'ai parcouru l'Afrique et les pays en développement. Je l'ai également constaté quand j'étais ministre des Outre-mer et on peut le voir bien entendu plus largement sur l'ensemble des côtes françaises, des territoires ultramarins. Alors, la nature, on va le dire comme ça, a le meilleur programme politique qui soit. Production d'énergie, fabrication de matériaux, recyclage, ergonomie, optimisation d'un territoire, gestion des organisations, autant de sources d'inspiration inépuisables pour le développement durable. Je parlais d'écologie des solutions et je voudrais développer ce propos. Je crois, ou du moins je ne crois pas à une écologie qui exclut l'homme. Je crois au contraire à une écologie pragmatique qui tient compte de nos contingences et de nos aspirations. Et je crois au progrès, à notre intelligence collective qui doit être mobilisée pour résoudre des problèmes complexes, mais aussi pour répondre à l'échelle. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la réponse que nous devons apporter à l'échelle. Je le disais tout à l'heure, quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie, j'ai travaillé presque 2 ans à la préparation de la COP21 et notamment le travail avec tous les États en développement et plus particulièrement tous les États insulaires. Et on voit bien que là, il y a de véritables attentes en la matière et une réponse effectivement au bon niveau. Alors bien entendu, je suis ravie aussi de la dynamique que ça prend aujourd'hui et des soutiens que vous pouvez avoir au plus haut niveau. Et je reprends à mon compte, bien entendu, les mots du président de la République qui, à Nice, nous enjoignait à ne pas renoncer à nos rêves. Cette part de rêve que l'on a tous et qui, c'est vrai, au contact de la nature, se réveille beaucoup plus facilement. Et d'Otto Schmidt, qui le premier théorisa le biométisme, ou encore les propos d'Idriss Aberkane, eh bien, on peut les reprendre tous et on est tous d'accord. La nature représente donc une source presque intarissable de solutions aux problèmes complexes que nous devons affronter. Voilà, mais cette source, je crois que vous l'avez dit, et je l'ai lu dans beaucoup des interventions que vous avez pu publier les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui que vous êtes intervenus, et bien entendu, cette source, elle est exigeante. L'exploiter nécessite des compétences d'observation, des compétences de gestion, des connaissances, de modélisation, de tests et d'essais, bien entendu, et ça nécite qu'on mobilise un grand nombre de savoirs scientifiques. Mais ça nécessite aussi, et il faut beaucoup le rappeler, de l'humilité. Aucun aéroplane n'a réussi à voler avant que l'on ne décide de séparer la portance de la traction. Pourtant, ces oiseaux qui nous font rêver volent en battant des ailes et il a fallu beaucoup de détermination pour reproduire fidèlement ce mouvement et cela a mobilisé, bien entendu, beaucoup d'intelligence et de sciences disponibles, d'ailleurs depuis peu. Le Centre européen, et je veux ici les saluer, et leur président Gilles Boeuf, le Centre européen d'excellence en biomimétisme, est un outil de développement qui est au carrefour de toutes ces sciences. Et cette dynamique-là aussi, elle est extrêmement importante. On parle de biologie, d'architecture, de chimie, d'urbanisme, de design. En fin de compte, un ensemble transdisciplinaire qui porte de la persévérance, mais aussi qui ne renonce pas à ses rêves. Vous verrez que souvent je cite le mot rêve parce que je crois que c'est ce qui nous anime ou c'est ce que nous partageons. Et le biomimétisme, outre bien sûr l'émerveillement que ça procure, rien que le mot, voir les images qu'on peut y coller, nous offre un parfait modèle de résilience. Le mot résilience, il est souvent utilisé, mais là, on est véritablement au cœur de la résilience avec une vie qui apparaît dans les océans. En tant que ministre de la Mer, je vous parle des océans. Il y a plus de 3,8 milliards d'années à qui il a fallu attendre 3 milliards d'années pour réunir les conditions nécessaires pour qu'ils puissent progressivement sortir de l'eau et
Ouais, ça va revenir. Coloniser les terres émergées. Je crois que cette histoire, elle fascine, elle montre qu'on est bien dans le temps, mais un temps qui, pour nous aujourd'hui, se raccourcit énormément dans les solutions que nous voulons apporter. Et c'est là où vous avez besoin, nous avons besoin d'accélérer la connaissance et la recherche pour pouvoir aller plus vite dans les réponses et les solutions que nous voulons apporter. Alors, la nature, bien sûr, à travers l'évolution, a généré des tonnes de solutions à des tonnes de problèmes que l'on a découverts ou auxquels on a été obligé de faire face. Et chaque espèce vivante, aujourd'hui, pour moi, est porteur d'un héritage de solutions accumulées au cours des millénaires. Il faut qu'on sache mieux les utiliser. Nous devons donc mieux explorer pour mieux comprendre, les connaître et donc, grâce à elles, développer nos propres solutions, restaurer, bien entendu, l'équilibre entre nous et l'écosystème qui nous nourrit. Et l'avenir de l'humanité en dépend. Et je crois que mieux connaître, mieux protéger, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est l'objectif annoncé par le président de la République dans la stratégie sur les grands fonds qui vient d'être lancée à l'Élysée. Et j'ai le plaisir depuis quelques mois de m'être voir confier cette stratégie en tant que ministre de la Mer, qui bien entendu est une grande coordination interministérielle puisque ça nécessite une implication de tous. Alors le président de la République l'a rappelé lors de la présentation donc, de France 2030, il y a des familles d'innovation derrière l'exploration des grands fonds marins, avec un potentiel inouï. Nous voulons explorer pour comprendre, et de la compréhension jaillira bien entendu l'innovation. Les oiseaux ne se sont pas affranchis de la gravité, ils savent l'utiliser. C'est grâce à l'ondulation que la baleine à bosse sort intégralement de l'eau, malgré ses 30 tonnes, et c'est magnifique quand on peut le voir. J'ai l'occasion de l'avoir vu chez moi, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les eaux de mon territoire, mais je l'ai vu aussi dans l'océan Indien, j'ai pu le voir dans le Pacifique. C'est des moments assez inouïs où on est humble à ce moment-là, bien entendu. Et puis, pour revenir sur l'ondulation, eh bien, elle inspire les dernières innovations en matière de propulsion dans le nautisme ou en matière de production d'énergie, bien entendu. Et on peut parler là d'hydroliennes qui utilisent l'ondulation. Et c'est quelque chose là aussi d'assez intéressant à observer. Et j'espère qu'il trouvera des possibilités de développement encore plus rapides. C'est la volonté que je porte. Dans les grands fonds, nous savons que plus des 3/4 des espèces animales ont la capacité de produire de la lumière. Je crois que je n'ai pas eu le temps de voir les exposants, mais je crois qu'il y a aussi quelques technologies qui sont présentées ici qui s'en inspirent. La bioluminescence des abysses inspire bien entendu beaucoup de vos travaux et les micro-organismes ont des propriétés naturelles qu'il nous faut pouvoir davantage utiliser dans le milieu médical. Ça regorge d'innovations aujourd'hui et donc c'est inspiré de l'ensemble de ce que vous avez pu observer. Les greffes aujourd'hui, les processus de cicatrisation, les détections de tumeurs. On voit bien que le champ est large et que les technologies aujourd'hui sont nombreuses et s'inspirent du monde marin. Alors, je pourrais bien sûr aussi vous parler de l'utilisation des micro-algues dans le traitement des eaux usées. C'est important qu'on le répète. Dans les bâtiments, pour la production d'énergie, nous avons des solutions qui sont portées et qui aujourd'hui doivent davantage être aidées pour que nous ayons une production plus importante. Le cosmétique est aussi au rendez-vous, bien entendu, et on n'oublie pas les besoins alimentaires, sujet qui, notamment après cette crise du Covid, mais plus largement notre défi à relever notre capacité à être au rendez-vous des besoins alimentaires de cette planète. Nous voyons bien que les solutions doivent être là aussi trouvées à l'échelle. Voilà. En vrai, le champ des possibles ici est immense, pour ne pas dire infini.
et c'est ce qui est sans doute passionnant pour vous tous, mais sans doute aussi, et vous l'avez peut-être dit, nécessite un vrai soutien du gouvernement. Le président de la République s'est engagé sur un certain nombre de sujets. Je voulais vous dire ici qu'en tant que ministre de la Mer, je ferai tout également pour accompagner l'ensemble des innovations et des projets que vous portez liés au monde maritime et aux vivants et aux océans. Voilà, le vivant est un modèle d'innovation et de résilience pour nous permettre de réussir le grand défi qui est le nôtre, qui est le défi de la transition écologique. C'est le grand défi de ce siècle. Nous pouvons le faire ensemble. Encore une fois, je fais toujours appel à l'intelligence collective. Je crois honnêtement que c'est comme ça que nous allons y arriver. Nous avons un parfait exemple de ce que j'appelle l'écologie des solutions ici, dont l'ensemble de ce que vous avez proposé dans les expositions, mais aussi sans doute à travers l'ensemble de vos ateliers. Et je devais juste vous dire une chose pour conclure. Bravo. Bravo à tous pour votre engagement. Bravo pour vos travaux qui participent à la construction de ce monde plus juste, plus équitable, plus durable que nous voulons construire ensemble. À nouveau, merci à tous pour vos travaux. Voilà. C'est un peu frustrant d'arriver comme ça à la fin, de ne pas avoir le temps de rien voir, mais je devais venir au moins quelques minutes pour vous assurer de mon soutien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il y a effectivement, alors, Gilles Boeuf, président du CEBIOS, merci beaucoup. Je voudrais remercier Christophe Madrol qui a fait en sorte que tout ça puisse s'organiser. Et comme vous avez prononcé plusieurs fois le mot rêve, je ne peux pas m'empêcher de penser et de citer Jacques Rougerie qui est ici. Merci beaucoup, Jacques, d'être fidèle au rendez-vous. Si vous voulez bien, Madame la Ministre, si vous avez 2 ou 3 minutes devant vous, ce qui serait peut-être sympa, ce serait de faire une photo avec vous, avec les acteurs du biomimétisme marin. Et donc, ce que je vous invite à faire, si vous travaillez dans le domaine du marin, du biomimétisme marin, que ce soit Olivier, bioluminescence, Olivier Bocquet, Rougerie plus Tangram, venez nous rejoindre sur scène, restez là. Venez nous rejoindre sur scène pour que nous puissions... faire une photo avec voilà, Franck Sylvain, pardon, Il Énergie. Merci de nous rejoindre. Anthony Courtois pour Polymaris. Merci beaucoup. Franck Zal et Marina, Madame la Ministre. On va, si vous voulez bien, venir au centre de la scène. On va... si vous voulez bien, avec vous, Madame la Ministre, faire une photo avec cet écosystème. Ah oui, non, mais venez avec nous. Non. Venez avec nous. Pour pouvoir faire une photo avec vous, avec cet écosystème du biomimétisme marin, parce que c'est vrai que c'est une grande et large source d'inspiration. Donc c'est tout un écosystème de recherche, d'industriels, de start-upers, d'écoles, d'étudiants. Vous avez parlé des jeunes. Effectivement, c'est un sujet d'intérêt pour les jeunes générations. On est là dans cette biodiversité de solutions. Donc, on doit avoir voilà, une jolie baleine à bosse derrière nous qui nous accompagne pour faire une jolie photo sur le thème du biomimétisme marin. Merci beaucoup de vous prêter à l'exercice. Alors, il est là. Thibaut. Super, merci beaucoup Thibaut. Et l'ensemble des acteurs du biomimétisme version grand scope peuvent nous rejoindre pour qu'on fasse la photo de famille de ce Biomime Expo 2021 pour qu'on vous remercie, on vous félicite de tous vos engagements. Vous pouvez rester, Madame la Ministre, si on élargit le cercle, si vous voulez bien. Mais voilà, ce rassemblement Biomime Expo, c'est aussi une réunion de famille, c'est aussi une grande cousinade, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup de solutions. Donc j'invite pour la photo 2021 aux uns et aux autres, partenaires, exposants, de nous rejoindre sur scène assez rapidement, s'il vous plaît.
Et pardon, un dernier mot, parce que c'est pas tout à fait fini. Le 9 novembre, on se retrouve à l'Hôtel de Ville de Paris pour parler ville résiliente et surtout pour faire un bel événement de clôture de ce Biomime Expo Tour 2021, conférence et cocktail pour faire une petite fiesta entre nous. 9 novembre. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On continue. On ne lâche rien.